Ronde 4 de la Rilton Cup à Stockholm. Je suis en grande difficulté. J'ai gagné une première ronde par forfait et depuis j'ai un demi sur 2 contre une moyenne approche de 2300. Donc ça ne va pas du tout dans ce tournoi. Pourtant, je ne joue pas si mal, mais en pratique, je joue comme un joueur rouillé, pas vite, pas très inspiré dans les moments clés. Bref, il manque pas grand-chose, mais pour l'instant, ça ne passe pas. J'ai les pièces blanches et je peux vous dire que dans cette partie, ça va fighter puisque mon adversaire m'a joué un contre-gambit albin contre le gambit dame. Pour ceux qui ne connaissent pas cette ouverture, c'est une ouverture qui se veut punchy dès le départ, mais qui a une réputation qui n'est pas trop bonne. Mon adversaire devait jouer normalement un tout petit système. Il a décidé de me surprendre avec ce contre-gambit albin. On voit tout de suite ce que cela a donné. Vous avez sous les yeux la position typique du contre-gambit albin, c'est-à-dire que l'on voit bien que les blancs ont joué un gambit dame. Voilà, classique sur le D5. Et là, bim, on voit E5 qui arrive. Normalement, mon adversaire au premier coup était censé me jouer un système D6, G6. Il ne le changeait jamais. Franchement, la préparation, c'était du pain béni. Je me disais que j'allais lui faire mal dès l'ouverture, puisque en plus, je savais à l'avance qu'il allait jouer. Et ben, ça a bien commencé quand il a joué D5. Je rageais intérieurement. Bon, j'ai joué C4 sans réfléchir. Et là, bim, je me suis pris E5. Et je me suis dit, waouh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Je l'ai même joué contre des joueurs amateurs à une certaine époque, quand je voulais fighter d'entrée, gagner rapidement contre des joueurs amateurs. Et je me rappelle que depuis que je suis maître international, j'ai fait ma plus grosse demi-contre-perf quand j'ai joué un joueur breton à 1800. Et du coup, j'avais fait match nul. J'avais eu vraiment beaucoup de mal dans cette partie et ça m'avait soigné. Je n'avais plus jamais joué cette ouverture-là. Et je l'ai arrêté aussi de la montrer à des élèves. J'avais testé ce début-là pour essayer de mettre le feu à l'échiquier. Et en fait, c'est un début quand même qui est douteux. Alors, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien être dans mon jardin, mais j'aime bien montrer des choses saines sur le long terme. Et finalement, cette ouverture ne remplit pas toutes les conditions du cahier des charges. Donc, c'est une ouverture que je vais plutôt vous déconseiller avec les noirs. Et on va voir si vous êtes joueuse ou joueur de gambit dame, comment il faut lutter contre cette ouverture. Alors l'idée, c'est de se développer très rapidement avec les noirs, puisque les fous déjà peuvent sortir. C prend D5, ça a mauvaise réputation. Après dame prend D5, c'est les noirs qui mettent une pression importante sur le pion central et sur la dame. Donc tous les joueurs vont accepter le cadeau et faire D prend E5. Et on active un rayon laser sur la dame D8. Les noirs vont pas faire prise C4, on ferait dame prend D8 dans des conditions optimum. D4, c'est toute l'idée du contre-gambit albin de prendre de l'espace au centre et de venir à terme récupérer le pion E5. Un des développements classiques, c'est l'histoire de jouer après le cavalier en E7 et en G6 pour venir gagner ce pion. Voilà l'idée sommaire des noirs, elle est là. Le coup cavalier F3 avec les blancs, c'est le coup standard. Pourquoi? Parce qu'on protège notre pion tranquillement et on vient appuyer sur la faiblesse noire. Cavalier C6. Logique, il attaque E5, il défend D4, mon adversaire. C'est la position typique. Et là, il y a plusieurs choix pour les blancs. Une des variantes un peu plan-plan, c'est jouer G3 fou G2. On a une belle diagonale pour le fou, on rock et on évite de se compliquer la vie. En réalité, cette position, elle devient égale après cavalier E7 et cavalier G6. L'adversaire prend E5 et il n'y a pas grand-chose pour les deux joueurs. Il y a des choses bien plus ambitieuses avec les blancs. Si on ne connaît pas, on peut être très vite tenté par E3. Très mauvais coup d'ailleurs, ce E3. Vraiment le coup qu'il faut éviter, c'est le piège du contre-gambit albin. Là, vous prenez, c'est le cas au coup précédent d'ailleurs aussi, fou B4. Vous allez être obligé de mettre quelque chose en D2. Et là, votre adversaire va vous prendre pour que vous soyez obligé de reprendre et que vous ayez les pions doublés, isolés en plein milieu, une véritable catastrophe. Puisque sur fou D2, vous voyez bien qu'après prise E3, votre fou est cloué, qu'il ne peut pas reprendre à cause de ce rayon laser. Donc E3, le pire coup, au coup d'avant, c'était pas mieux. Donc E3, absolument à oublier, s'il vous plaît, dans le contre-gambit albin.
En réalité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est A3 ou cavalier BD2 les meilleurs coups. A3, c'est typiquement les coups que je ne montre pas d'habitude, parce que j'aime bien les coups piquants, mais là on a gagné un pion, donc on va essayer vraiment de le garder. On voit que fou B4, c'est une des idées clés avec les noirs, donc A3 prive les noirs de cette idée clé. On a du E3, et en plus sur A3, on peut aussi se développer avec B4, fou B2 et des idées de B5 pour travailler le pion D4. C'est d'ailleurs le choix que j'ai fait dans cette partie. Dans cette position, pour tout vous dire, je savais que cavalier BD2 et A3 étaient les bonnes variantes. J'étais vérifié sur mes fiches et je vais vous donner mon petit secret, là, la variante que je conseille à mes élèves contre le contre-Gambit albin, dont je ne me suis pas souvenu, évidemment. Comme quoi, on ne le voit pas tous les jours. Je préfère cavalier BD2. On va voir que la variante A3, je savais aussi la jouer, même si j'étais hyper lent dans le début. Bon, c'est le grand classique, hein, vous le savez. L'idée de cavalier BD2, c'est de menacer cavalier B3 très rapidement et de venir gagner D4. Première idée de cavalier BD2. Donc, sur le coup normal cavalier GE7, je joue cavalier B3 et je viens mettre une pression colossale sur D4. Et sur cavalier F5, on a le très joli E4. Ça marche fort, E4. Sur la prise en passant, on a du dame prend D8. Et cette fois-ci, on aura quand même de l'avance de développement. Même si on va concéder les pions isolés au milieu, franchement, ça vaut le coup, cette variante. Donc, c'est une excellente variante ici. Sur cavalier G6, les noirs reprennent E5, mais je prends D4. Donc, je suis hyper content. J'échange les cavaliers et après E3, j'ai un pion net de plus. Cette variante est excellente, cavalier BD2. Si votre adversaire, je vous joue un coup comme fou E6 ou fou G4, le conseil que je vous donnerai, parce que ça empêche un petit peu votre cavalier de bouger, hein, sur fou E6, il y a des menaces de prise C4, sur fou G4, il y a des idées de prise F3. Ce qu'on joue, dès que le fou bouge, en fait, dès que l'adversaire ne joue pas cavalier GE7 dans cette position, là, vous allez jouer la ligne G3, fou G2. Et dès que votre adversaire met son cavalier en E7, on joue cavalier B3. Voilà l'idée de la ligne expliquée en 2 minutes. Comme ça, vous avez la meilleure ligne. Après, il faudra regarder un petit peu ce que ça donne. Vous pouvez aller voir des parties de référence sur le sujet. Mais cavalier BD2 avec l'idée cavalier B3 uniquement sur cavalier E7. Sinon, on joue plutôt pour G3, fou G2 et petit roc tranquillement. Cette variante-là, elle cartonne. Sinon, vous pouvez jouer aussi ce que j'ai fait dans la partie, sauf que j'étais un petit peu hésitant. J'ai joué A3, j'ai pris une plombe dans l'ouverture, hein, plus d'une demi-heure encore, grand classique, voire 45 minutes. Et après, j'ai débité les coups, après j'ai vraiment joué un bon rythme. Cavalier GE7, B4, je vous avais exprimé que c'était l'idée, hein, pour jouer fou B2, cavalier G6, fou B2, on va se goinfrer en D4. A5, c'est du grand classique pour disloquer les pions B et C. Évidemment, je les disloque, mais en les gardant quand même assez unis. Mais il y a un trou ici pour le fou C5. Voilà une des idées à terme pour les noirs. C4 est un petit peu affaibli aussi. Maintenant, il prend E5. Alors oui, je reprends pour finalement, derrière, prendre en D4. J'ai bien pensé échanger les dames ici, parce que je n'étais pas sûr de la position, mais je trouve que mon fou qui va taper sur le futur petit roc, j'ai envie de le garder la dame avec pour avoir des attaques dans le futur. Le bémol de toute cette ligne, c'est que je redonne le pion, donc mon adversaire est obligé de le prendre, hein, si on joue E3, mais en même temps, je gagne des tempos sur mon adversaire. Cavalier D6, coup assez logique, le cavalier est central, et dans cette position, que j'avais vu à l'avance. Les joueurs majoritairement ici jouent cavalier D2 et sur cavalier F5 ils jouent fou B2. La position est évaluée par l'ordinateur à presque un pion d'avance, un petit peu moins qu'un pion d'avance pour les blancs. Pour ma part, j'ai joué fou D3 très vite. C'est un coup que j'avais prévu parce que je voulais absolument garder mon fou majestueux ici au centre, et pour cela j'étais prêt à tout. J'étais même prêt en cas de cavalier F5 dans cette situation à faire fou prend F5, fou prend F5 et cavalier C3. Je n'aime pas donner mes fous particulièrement dans les positions ouvertes. La position est ouverte. Alors pourquoi je me permets un tel sacrifice stratégique? J'estime que mon fou majestueux ici, qui plombe en plus le fou F8, qui le bloque pour le moment, vaut largement ce que j'ai donné à l'adversaire. Je me voyais bien faire petit roc, dame F3. J'avais l'impression d'avoir une grosse activité de pièces.
l'ordinateur confirme et donne un demi-pion d'avance au blanc. Donc le coup qui serait conseillé ici, c'est plutôt KD2 et on ne donne pas la paire de fou et on continue à se développer naturellement. Fou E2, petit roc, dame B3. Et c'est vrai qu'on n'était peut-être pas obligé de donner la paire de fou. Et sur fou D3, à tempo quasiment, mon adversaire va me jouer dame G5. Bon, il a peut-être pris une petite réflexion, mais dame G5, mais je ne l'avais absolument pas prévu. J'avais pas vu du tout son idée. Il attaque 2 pions. Et ça va avoir son importance parce que là, je vais scotcher. J'avais déjà pris une demi-heure dans l'ouverture. Là, j'ai encore pris 15-20 minutes. Et ouais, ça s'égrène le temps. Hein. Une demi-heure pour retrouver la ligne, j'étais pas sûr. Finalement, j'ai pas joué la ligne que je préconise, mais j'ai joué une bonne ligne. Alors pourquoi j'avais pas retrouvé ma ligne avec les blancs? Je cherche toujours des excuses, vous allez me dire, mais je vous explique un petit peu. Comme j'ai joué avec les noirs, j'avais vraiment une connaissance importante des différentes lignes. Et du coup, ça m'a un petit peu perdu. Et j'ai quand même réussi à jouer logique. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais là, dame G5, il m'attaque 2 pions. J'avais envie de jouer naturel. De toute façon, dès que je joue un coup vite, c'est un peu la même chose qui m'était arrivé dans la ronde précédente. Je joue un seul coup vite et je me prends une double attaque. La dernière fois, c'était un rayon laser. Et des tactiques sur des pions, peut-être un petit peu moins facile à voir. Encore que dame G5, c'est pas monstrueux, mais je pensais qu'il allait se développer logiquement. J'avais vraiment une réflexion stratégique. J'étais pas en alerte tactique. Je faisais pas tourner mon radar tactique. Bim, il se passe un problème. Bon, ici, j'ai bien vu que je pouvais peut-être jouer dame F3. C'est assez logique, dame F3, comme ça, sur des cavaliers prend B5. Bon, déjà, on a envie de protéger G2 en priorité. Cavalier prend B5, j'ai du dame E4 avec beaucoup de jeux, quand même. Sachant que l'adversaire ne peut pas être partout et qu'il ne peut pas tout protéger avec sa dame, puisque la dame est assignée à la protection du cavalier en B5. Mais dans cette position, j'ai vu un petit quelque chose. Je me suis dit, si je fais petit roc, cavalier prend B5, j'ai des idées avec H4. Parce que y a le lien, hein, attention, il est presque à perdre la partie, mon adversaire. Presque à perdre la partie. Puisque dans ces situations, si la dame est coupée à un moment, bah, y a de gros risques. Il y a de gros risques. Et j'ai joué petit roc, cavalier prend B5 de mon adversaire. Alors, attention, hein. Mon adversaire a pris du temps pour voir s'il pouvait croquer. Il a estimé qu'il pouvait croquer le pion. Finalement, il n'aurait pas dû. Il aurait une position quand même difficile après un coup comme cavalier C3. Les blancs étaient mieux. Mais là, maintenant, les blancs prennent un énorme avantage si vous trouvez la bonne séquence. Je vous laisse réfléchir de votre côté. N'hésitez pas à mettre pause pour voir si vous êtes capable de trouver le calcul qui m'a permis de prendre un avantage décisif et que l'adversaire a oublié. J'imagine que vous avez peut-être mis pause et du coup, j'ai bien joué H4, ça je l'avais expliqué. Je tape la dame qui est obligée finalement de trouver la case D5 parce que c'est l'unique case. Et mon adversaire avait dû calculer peut-être fou prend B5, dame prend B5, cavalier C3 et ne voyait pas trop de problème. Je vais juste changer un tout petit quelque chose à la position. Je vais jouer ici E4. C'est extrêmement précis, c'est le coup qui va me faire gagner cette partie. Là, sur dame prend D4, il y a fou prend B5 échec qui gagne la dame, donc c'est évidemment pas possible. Il doit aller en D7 ou en C6, il a choisi D7, c'est très bien. Je prends maintenant en B5 et dame prend B5. J'ai la même position que ce qu'il avait calculé parce que je pense que mon adversaire a oublié que E3 c'était fort, E4 c'était fort. Il avait calculé avec le pion E3 et moi j'ai fait un petit E4. Maintenant ça change quelque chose. Je joue cavalier C3. Là, mon adversaire va jouer vraisemblablement dame C6 ou dame D7 parce que mon cavalier peut venir en D5, mettre pression sur C7, donc autant que ce soit protégé. Et s'il va en C6, il sera en face de la tour qui va arriver, donc c'est pas logique. Donc il joue dame D7 et maintenant je joue cavalier D5. Je rappelle que la seule différence, c'est que mon pion est en E4. Le fait d'avoir joué le petit coup intermédiaire E4, ça me permet d'installer le cavalier en D5 et c'est maintenant extrêmement menaçant. À noter que mon adversaire ne peut pas jouer C6. Là, c'est une véritable catastrophe. Véritable catastrophe pour mon adversaire, puisque il y aurait cavalier B6. Ici, j'ai quand même pensé un coup pour lui qu'il n'a pas joué. Pour moi, il devait jouer tour A6. Mais je l'aurais complètement enfoncé dans cette position. On a regardé à l'analyse avec dame H5.
Mes pièces commencent à virevolter, le fou F8 ne peut pas sortir. J'ai du dame E5 dans certaines variantes avec du cavalier prend C7. La tour qui peut arriver en C1, c'est une véritable catastrophe. Une avalanche de coups piquants. Certes, j'ai un pion de moins dans cette situation, mais j'ai une pression colossale et lui est complètement sous-développé. Je vais faire la chasse au roi prochainement et mettre des tactiques. Il joue fou E7 pour essayer de se libérer et à partir de ce moment-là, la partie est vraiment rigolote. Je joue tour C1, puisqu'il n'a pas le droit de bouger le pion C7 à cause des cavaliers B6. Je menace cavalier prend. Et sur petit roc, c'est plutôt tour prend C7 qui sera joué. Multi-menace. Je pensais bien que mon adversaire allait jouer fou D8. Et maintenant, c'est facile. Tout est facile. J'hésitais entre fou prend G7 et tour prend C7. Ici, j'ai préféré tour prend C7, qui est assez rigolo. Sur fou prend C7, j'avais prévu de prendre en G7. Et je vais regagner la tour. J'avais vérifié le coup intermédiaire dame D6, j'ai E5. Pas de problème là-dessus. Donc je vais regagner le matos. Et il commence à perdre du pion, son roi est de plus en plus fragile, c'est la catastrophe. C'est la raison pour laquelle il a fait dame E6. Et j'ai continué à me faire plaisir avec fou prend G7. Ce qui est horrible, c'est qu'il ne peut même pas prendre cette tour, puisqu'il y a fourchette royale, triple fourchette. C'est horrible. Tour G8. Et maintenant, on continue à faire mal. Là, j'ai vu une petite tactique. J'aurais pu jouer dame D4, c'est le coup préféré de l'ordinateur. J'ai été humain ici, j'ai pris le matos. Tour E7, ça fait extrêmement mal. Sur fou prend E7, c'est échec et mat, fourchette royale, triple fourchette et échec et mat en même temps. La catastrophe. Donc dame prend E7. Et maintenant, je continue à me faire plaisir avec cavalier prend E7. Pourquoi? Parce que ici, j'ai dame contre tour fou, mais l'adversaire reste dans les cordes. J'enlève mon fou avec fou E5 et mon adversaire est quand même vraiment perturbé. Fou prend A3 est toujours impossible à cause de dame A4 et je ferai bien fou D6 si c'est possible. Fou D7 joué, fou D6. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien échanger le fou pour casser la paire de fous de mon adversaire, mettre son roi encore plus mal. Oui, je lui donne le pion H4 qui est pour moi un bon petit sacrifice. Parce que maintenant, ça veut dire que je garde mon fou proche du roi, que le roi est très faible et que j'ai du jeu. Coup piquant, dame H5, je fais pression sur H7, rayon laser, dame E5. Bref, quand vous avez l'avantage matériel, vous avez normalement de plus belles perspectives. Et on le voit bien. Fou F6, E5, je continue à enfoncer mon adversaire. L'autre consolation, coup piquant, fou C6, je bloque avec F3, comme ça j'aurai plus de problème sur cette diago. J'affaiblis légèrement mon roi, mais j'estime que c'est pas grave. Fou G5 avec des petits guilis, attention, fou E3. Bon, on joue le très sérieux tour E1. Et maintenant, moi aussi, je passe à l'action avec E6. Fou D2, c'est pas grave. Tour D2 contre coup piquant. Et là, il n'y a plus de coup. Tour G5 joué. On peut se régaler. Je peux prendre en H7 si j'ai envie dans cette position. Dame H4, ça fait mal parce que j'attaque la tour qui est défendue par le fou qui est déjà attaqué. Il n'y a plus de coup ici, dans cette position. C'est la cata. Sur fou C1, on peut jouer ce qu'on veut. On peut prendre en H7. Je crois même que j'avais peut-être prévu dame C4. Je crois que dame C4 gagne le fou C1. Je vois pas de case de fuite. C'est extrêmement esthétique, dame C4. Enfermement du fou. Ça n'a pas été joué. Il a préféré faire grand roc. Et c'est l'abandon. C'est l'abandon après tour prend D2, tour G8. J'ai joué un coup de dame. Il a abandonné direct. Partie hyper propre. Je crois qu'on a vu quelque chose. Alors, on a vu que j'étais toujours aussi lent. Ça, c'est vraiment le problème de cette partie. Par contre, on a vu que son début est extrêmement douteux. Et que finalement, il l'a payé cash. Le mauvais développement, le début, le contre-Gambit Albin, on peut le jeter à la poubelle, vraiment. Le choix de mon adversaire de vouloir changer était tout à fait respectable, mais l'ouverture jouée beaucoup trop douteuse. Il va falloir qu'il travaille des choses beaucoup plus convaincantes, mais beaucoup plus chronophages aussi. Plus on joue des choses correctes aux échecs, plus on joue des grandes ouvertures connues de tous, plus la théorie est abondante. Allez, on regarde dans une conclusion ce que valait cette partie pour l'ordinateur. Ça y est, enfin une victoire, un pourcentage à 92%. Bon, des fois j'ai des pourcentages à 95% ou plus, mais je ne sais même pas pourquoi c'est 92%. J'ai l'impression d'avoir joué vraiment une partie ultra correcte. Donc moi j'aime bien en général, je vous l'ai déjà dit, avoir plus de 95%.
Bon, c'est 92, hein, c'est l'ordi qui décide, mais en tout cas, je suis hyper content de comment ça s'est passé. Ça fait vraiment du bien, c'est un soulagement. J'ai battu le joueur américain d'origine indienne. Ça fait du bien parce que j'avais pas de bons résultats jusqu'à présent et je peux voir la suite plus sereinement. Mais je vais encore avoir les pièces noires, hein. Il va falloir confirmer avec les pièces noires, parce que je vais encore jouer un joueur plus faible que moi, sans doute vers 2300. Donc on verra bien, mais en tout cas je suis soulagé, la partie est propre de bout en bout. La gestion du temps plus aléatoire, mais je n'ai pas été en Zeinot parce que il a fauté mon adversaire. Il m'a permis d'avoir une partie vraiment sympa. En plus, elle était rigolote à la fin de pouvoir attaquer le roi comme ça. Bref, les signaux sont à nouveau au vert, à part en termes de points Elo, hein, ça ne rattrape pas. Ça rattrape la nulle que j'ai fait la veille, mais j'ai toujours la première défaite contre le maître indien à rembourser. Et pour ça, il va falloir rapidement gagner. Allez, on voit la suite très prochainement. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Pro Evolution Échecs et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est ce que je vous dis à chaque fois. Salut, bye bye.